La Sardaigne est une grande île de la Méditerranée occidentale, surtout connue aujourd'hui pour le tourisme. Mais en réalité, son histoire est bien plus complexe et ancienne. Elle est habitée dès le Paléolithique. La présence humaine s'intensifie au Néolithique. Depuis, il y a eu assez peu de métissage. Les études ADN montrent que les Sardes qui vivent aujourd'hui présentent une forte continuité génétique. Ils ont été relativement peu affectés par les grandes migrations qui ont transformé le reste de l'Europe. Cela les distingue nettement au sein du paysage génétique européen. Au Néolithique apparaissent des villages structurés ainsi que des tombes creusées dans la roche. Ces sépultures interrogent longtemps les générations suivantes avant que les chercheurs n'en révèlent la fonction initiale. Elles seront alors appelées pendant des siècles Domus de Janas, maison des fées. Cette interprétation témoigne de croyances anciennes liées à la nature, aux ancêtres et au sacré. On en retrouve encore des échos dans le folklore sarde. Bien plus tard, durant l'âge du bronze, aux environs de 1800 avant Jésus-Christ, se développe la civilisation nuragique. Elle perdure jusqu'à la conquête romaine. Elle se caractérise par la construction de milliers de tours en pierre, appelées nurags. Leur fonction exacte reste débattue. Elles sont encore visibles aujourd'hui sur toute l'île. La société nuragique est organisée en chefferies locales. Elle repose sur l'agriculture céréalière, sur l'élevage ovin, donc de moutons, et sur une métallurgie avancée. De nombreux éléments de la culture sarde actuelle descendent directement de cette civilisation. C'est à cette période que la transhumance et l'élevage se structurent durablement. Des indices archéologiques suggèrent une production ancienne de fromage à base de lait de brebis. Le pane calazao, pain sans levain encore consommé aujourd'hui, sous une forme plus récente, pourrait dériver de pratiques pastorales très anciennes. Sa facilité de conservation l'a rendu particulièrement adapté aux besoins des bergers. À la même époque, apparaissent les premiers bijoux en bronze et en or, souvent sous forme de spirale. Le bouton sarde trouve probablement ses origines dans des croyances pré-chrétiennes liées au symbolisme solaire. La Sardaigne est aussi une île riche en festivals. Parmi eux, celui de Mamoyada, qui a lieu chaque année à la fin de l'hiver. La marche, rythmée par le bruit de lourdes cloches, évoque un rituel lié aux saisons, à la terre et aux troupeaux. Il ne s'agit pas d'un folklore figé, mais d'une survivance culturelle transformée, toujours vivante dans la Sardaigne contemporaine. Enfin, on peut évoquer la lonedas. Cet instrument de musique ressemble à un assemblage de plusieurs flûtes. Grâce à des représentations sculptées et à des sources antiques, on sait qu'il existe depuis au moins 2 millénaires. Luigi Lai, né en 1932, a contribué à le faire connaître bien au-delà des frontières de la Sardaigne. Mais si l'île a subi dès l'Antiquité des dominations successives, c'est pour une toute autre raison, sa richesse minérale, en cuivre, en plomb et en argent. À partir du IXe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens fondent des comptoirs commerciaux sur les côtes sardes. Ces établissements intègrent la Sardaigne au grand réseau d'échanges méditerranéens. En revanche, l'intérieur montagneux de l'île échappe à leur contrôle. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est Carthage qui prend progressivement le contrôle de ces comptoirs. La domination carthaginoise s'accompagne de l'exploitation des ressources agricoles et minières, ainsi que de l'esclavage de la population locale. Les affrontements armés sont nombreux, notamment à l'intérieur de l'île. Dans le même temps, Carthage entre en conflit avec Rome. Elle en sortira perdante. C'est ainsi qu'en 238 avant Jésus-Christ, la Sardaigne devient romaine. Comme auparavant, les côtes s'intègrent rapidement au territoire du conquérant, tandis que les zones montagneuses restent réfractaires. Rome, elle aussi, s'intéresse avant tout aux céréales, aux minerais et aux esclaves. C'est dans ce contexte qu'émerge la figure d'Amsicora. En 215 avant Jésus-Christ, ce chef sarde prend la tête d'une révolte majeure contre la domination romaine. Il incarne une partie de la population qui cherche à préserver une autonomie politique face à l'expansion de Rome. Sa défaite marque l'intégration définitive de la Sardaigne dans l'orbite militaire et administrative romaine. C'est la fin de la civilisation nuragique, même si certains de ses héritages culturels, profondément enracinés, perdurent sur des formes transformées jusqu'à aujourd'hui. La romanisation s'accompagne de l'introduction du latin populaire, qui constitue la base de la langue sarde. Encore aujourd'hui, celle-ci est l'une des langues les plus proches du latin car elle en a conservé de nombreuses caractéristiques archaïques. Faisons maintenant un saut de quelques siècles.
Le christianisme apparaît dès le IIIe siècle après Jésus-Christ et se consolide au IVe, après son adoption comme religion officielle de l'Empire. Cette christianisation s'inscrit toutefois dans un cadre qui reste longtemps marqué par de fortes spécificités locales. Avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, la Sardaigne entre dans une phase d'instabilité. En 456, l'île passe sous le contrôle des Vandales, dont la domination reste essentiellement côtière. Dès 534, la Sardaigne est reconquise par l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin. L'administration byzantine réorganise l'île, renforce la christianisation et introduit de nouvelles structures politiques et religieuses. Mais elle peine, elle aussi, à imposer son autorité dans les zones montagneuses de l'intérieur. Le contrôle impérial s'affaiblit progressivement, permettant à des communautés locales de s'organiser avec une relative autonomie. À partir du 8e siècle, les incursions arabes répétées sur les côtes deviennent fréquentes. Sans jamais aboutir à une conquête durable, ces raids provoquent un repli des populations vers l'intérieur des terres. Les centres urbains antiques, situés sur le littoral, sont progressivement abandonnés. Dans ce contexte, des autorités sardes locales se renforcent. Elles exercent un pouvoir civil, militaire et judiciaire. C'est sur ces bases qu'émergent, à partir du IXe siècle, les judicats de Cagliari, Arborea, Torres et Gallura. Concrètement, la Sardaigne est alors divisée en 4 États. Leur organisation, héritée à la fois du monde romano-byzantin et des réalités locales, n'a pas d'équivalent en Europe occidentale. Cependant, confrontés aux pressions maritimes et aux raids, les judicats font appel à 2 puissances navales, Pise et Gênes. Ce qui commence comme un soutien militaire et logistique se transforme progressivement en ingérence politique puis en domination indirecte. Les structures judiciales s'en trouvent durablement affaiblies. Entre le XIe et le XIIIe siècle, l'emprise de Pise et de Gênes s'intensifie. Le judicat de Cagliari tombe en 1258 et est intégré aux possessions pisanes. Celui de Torres disparaît en 1259 à la suite de partages et d'alliances entre familles liées à Pise et à Gênes. Le judicat de Gallura cesse d'exister en 1288 après son passage sous contrôle pisan. Pourtant, c'est à la couronne d'Aragon que le pape Boniface VIII attribue, en 1297, le royaume de Sardaigne qu'il vient de créer juridiquement. Cette décision précède la conquête aragonaise qui débute en 1324. Il ne reste alors qu'un seul judicat, celui d'Arborea. Il se distingue par sa longévité et par le développement d'un système institutionnel avancé. Éléonora d'Arborea incarne la résistance politique de la Sardaigne face à l'expansion aragonaise. Elle fait notamment promulguer, en 1392, la Carta de Logo. Ce code de loi, rédigé en langue sarde et fondé sur des textes plus anciens, restera en vigueur jusqu'en 1827. Sa résistance n'est pas seulement législative, elle est aussi militaire. En 1420, le judicat d'Arborea est définitivement vaincu. Ces territoires sont intégrés à la couronne d'Aragon. C'est la fin des judicats sardes. En 1469, avec le mariage d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, les territoires aragonais, dont la Sardaigne, passent sous domination espagnole. L'île conserve toutefois le statut formel de royaume de Sardaigne, doté d'institutions propres, bien qu'étroitement contrôlées. Le système mis en place est féodal et particulièrement rigide. Les terres sont concentrées entre les mains de barons, souvent absents. La population paysanne, elle, est soumise à de lourdes taxes et à de multiples obligations. Ce modèle freine durablement le développement économique et alimente un mécontentement social profond dont les effets se feront sentir pendant des siècles. Les mines restent un enjeu fiscal et stratégique. Elles sont intégrées au système féodal et aux intérêts de la couronne espagnole. Une fois encore, la Sardaigne est exploitée pour ses ressources. Sur le plan institutionnel, un parlement sarde est maintenu. Il regroupe la noblesse, le clergé et des représentants urbains. Son pouvoir réel demeure cependant très limité. La domination espagnole s'accompagne également d'un contrôle militaire renforcé. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, un vaste réseau de tours côtières est construit. Il sert à surveiller le littoral, à transmettre l'alerte et à organiser la défense.
Ces tours répondent principalement à la menace des raids de corsaires venus d'Afrique du Nord. Encore visible aujourd'hui, elles structurent durablement le paysage sarde et témoignent d'une stratégie de surveillance permanente du territoire. Sur le plan culturel et linguistique, le catalan puis le castillan deviennent les langues de l'administration et du pouvoir. Le sarde, toutefois, demeure la langue de la population. Cette coexistence linguistique laisse des traces durables, notamment dans le vocabulaire et dans certaines pratiques juridiques et administratives. Malgré le contexte de domination, la période aragonaise puis espagnole apporte aussi des éléments culturels nouveaux. En plus de l'architecture, de modèles juridiques et de traditions religieuses, le jeu d'échecs se diffuse progressivement dans la société sarde par l'intermédiaire de la couronne. Il reste aujourd'hui très populaire sur l'île. Dans le paysage sarde actuel, on remarque également la présence massive de figuiers de barbarie. Ils sont introduits à partir du XVIe siècle, peu après la découverte de l'Amérique par la couronne espagnole. Bien sûr, ces apports ne compensent en rien la dureté du système féodal. En 1720, à la suite des traités européens consécutifs à la guerre de succession d'Espagne, la Sardaigne passe sous la domination de la Maison de Savoie. L'île conserve le titre de royaume de Sardaigne, mais le centre du pouvoir se déplace désormais vers le continent, à Turin. Les conditions de vie de la population, elles, restent sensiblement les mêmes. Les structures sociales, héritées du féodalisme espagnol, demeurent intactes. Les ressources de l'île continuent d'attirer les convoitises, de nombreux projets spéculatifs voient le jour et attirent des investisseurs étrangers. Parmi eux figure Honoré de Balzac, qui a investi entre 1838 et 1841 dans des mines sardes de plomb et d'argent. L'entreprise se solde par un échec. Avec l'unification de l'Italie, en 1861, la langue sarde commence à reculer au profit de l'italien. Surtout, les Sardes restent plus pauvres que la majorité des autres Italiens. Le changement administratif ne modifie pas, une fois de plus, leur réalité quotidienne. C'est dans ce contexte d'injustice sociale que se développe le banditisme. Il concerne principalement les zones rurales et montagneuses. Souvent caricaturé, il est en réalité étroitement lié à la pauvreté, à l'isolement, aux conflits fonciers et à une profonde méfiance envers l'État central. Il n'est donc pas surprenant que le fondateur du Parti communiste italien, Antonio Gramsci, soit originaire de Sardaigne. Au début du XXe siècle, il élabore une réflexion politique profondément marquée par l'expérience de la domination, de l'inégalité et du rapport entre centre et périphérie. Il écrit que le pouvoir s'exerce non seulement par la force, mais aussi par le contrôle des représentations, de la culture et de l'éducation. À la même époque, Gradia Deledda donne à la Sardaigne une visibilité littéraire internationale. À travers ses romans, écrits en langue italienne, elle décrit une société rurale marquée par les traditions, les codes sociaux rigides, le poids du destin et les tensions entre individus et communautés. Son œuvre, profondément ancrée dans le monde sarde, lui vaut le prix Nobel de littérature en 1926. Elle reste, à ce jour, la seule femme italienne à avoir reçu cette distinction. Les années 1920 et 1930 sont toutefois dominées par le régime fasciste de Benito Mussolini. La Sardaigne connaît alors une industrialisation forcée. L'exploitation minière est accélérée et de nouvelles villes minières sont créées spécifiquement à cet effet. Cette politique vise l'autosuffisance économique de l'Italie, mais elle repose sur des filons déjà en voie d'épuisement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Sardaigne occupe une position stratégique en Méditerranée. L'île subit d'importants bombardements alliés. Lorsque c'est possible, la population civile se réfugie dans des cryptes, des souterrains ou des structures anciennes. Ma grand-mère, qui avait 4 ans à l'époque, n'a pu trouver qu'un arbre. La fin de la guerre marque une rupture brutale dans l'histoire économique et sociale de l'île. En 1948, la Sardaigne obtient un statut d'autonomie spéciale au sein de la République italienne. Ce statut reconnaît certaines spécificités historiques, culturelles et linguistiques. Pour autant, les déséquilibres persistent. Dans les années 1950, l'épuisement progressif des ressources minières entraîne la fermeture de nombreux sites. L'arrêt de l'activité minière, après des millénaires d'exploitation, provoque une crise sociale profonde. Il est à l'origine d'une immigration massive des Sardes vers l'Italie continentale et vers l'étranger. En parallèle, l'éradication du paludisme au cours de la même décennie améliore considérablement les conditions sanitaires.
Elle permet l'occupation de nouvelles zones jusqu'alors inhabitables. Toujours dans les années 1950, plusieurs bases et zones d'entraînement militaire utilisées par l'OTAN s'installent en Sardaigne. Cette présence est maintenue jusqu'à aujourd'hui malgré de fortes controverses. Enfin, dans les années 1960, le développement du tourisme balnéaire transforme profondément l'économie sarde. Devenu un moteur majeur mais très saisonnier, il se concentre surtout sur le littoral. C'est également durant cette décennie que la langue sarde commence à cesser d'être transmise, elle est désormais en voie de disparition. La Sardaigne est aussi connue pour être le territoire présentant la plus forte concentration documentée de centenaires au monde. Ce phénomène, observé principalement dans les zones rurales de l'intérieur, est généralement associé à des continuités de mode de vie, d'alimentation et de structures sociales. En 2026, la Sardaigne compte environ 1,6 million d'habitants. Il n'y a plus de mines, l'élevage ovin demeure central avec 2 fois plus de moutons que d'humains. C'est une pratique inchangée, ou presque, depuis la civilisation nuragique. Depuis une soixantaine d'années, le tourisme est devenu un pilier de l'économie. La mer, longtemps crainte en raison des invasions et des raids, est désormais recherchée. De la préhistoire à aujourd'hui, la Sardaigne apparaît comme un territoire de continuité profonde. Sa persistance culturelle est à la fois singulière et remarquable.